Eh bien, je suis Angélique Bozio, un nom qui ne dira pas grand-chose à beaucoup de monde. Et j'ai fait 2 documentaires, l'un Liquor Idols, l'autre The Advocate for Factdom. Tu voulais savoir mon âge? Tout. Tout. 33 ans, née en janvier 78. J'ai fait plutôt des études littéraires, on va dire, pour simplifier l'histoire. Et, euh, et voilà, je voulais travailler soit dans l'art contemporain, soit dans le cinéma. J'y connaissais rien, je connaissais personne, je savais pas du tout dans quoi j'allais mettre les pieds. Et je me suis lancée, voilà, j'ai eu un stage, un boulot, et me voilà encore ici, encore et toujours. Voilà, je travaille comme secrétaire de production en prod exé, en fait, sur des films anglo-saxons. Donc j'ai eu une énorme chance de travailler sur un Frears, un Woody Allen, et voilà. Euh, Moi, je n'y connaissais vraiment rien, en fait. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je venais pas de ce milieu. Donc, techniquement, je pense que j'étais au niveau 0. Je travaillais en production, mais techniquement, vraiment, en termes de réalisation, de tenir une caméra, d'organiser un tournage, je pense que j'ai tout fait à l'instinct et vraiment par nécessité. D'une part parce que j'étais toujours au service des autres et qu'il fallait encore que je me prouve quelques petites choses. Et j'avais vraiment un besoin de parler de ces gens-là. Au tout début, ceux qui m'ont vraiment motivée, c'est les gens qui font partie du cinéma de la transgression, c'est Richard Kern, Nick Z. Voilà. Donc, les outils que j'avais en main, c'était quand même des caméras, des preneurs de son, etc. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais autour de moi. Je pense que j'aurais travaillé dans l'édition, j'aurais fait un bouquin. C'était pas une vocation chez moi, mais par contre, c'était un besoin. Ça m'a coûté, le premier documentaire, ça m'a coûté 7 ans de ma vie, du premier jour de tournage à la sortie, vraiment. Et ça n'a pas toujours été facile et ça m'a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, et une fois que c'est commencé, on ne peut pas s'arrêter parce que ce serait un échec monumental. Je sais que ça se voit pas quand on regarde le documentaire et que ça n'apparaît pas, que ça ne fait pas partie du sujet, mais voilà, en termes de vécu et d'un point de vue personnel, c'est pour ça que je disais chemin de croix tout à l'heure. Voilà, ça m'a mis dans le rouge financièrement. Euh, les contacts ont majoritairement été bons. Il y a eu des contacts plus difficiles que d'autres, c'est-à-dire qu'avec Nick Z, c'est toujours un peu plus difficile. Mais voilà, c'est devenu difficile. Je crois qu'il ne me parle plus, je crois qu'il boude maintenant. Donc on est dans la période où il ne me parle plus. Après, non, les seuls mauvais rapports, enfin c'est pas un vrai mauvais rapport, parce que tout le monde a joué le jeu, personne ne s'attendait à ce que quelqu'un les recontacte des années après pour faire ça, je pense. Curieusement, personne ne les avait contactés pour ça. Euh, oui, la seule réaction un peu étrange que j'ai eue, c'est Tessa Hughes Freeland, qui est à l'origine avec Ella Troiano du mouvement, qui m'a écrit après, alors que pendant tout le tournage, quand moi j'essayais de la joindre, je n'avais pas de réponse, et qui m'a écrit après un long email pour me reprocher de la majorité masculine du documentaire. Et je ne cautionne pas, je ne comprends pas, je m'en fous, et je trouve ça juste dommage qu'elle n'ait pas donc participé au documentaire quand je lui demande. Mais c'est tout. Il y a eu Tommy Turner, que j'aurais adoré avoir parce qu'il a travaillé avec David Wojnarowicz, il faisait un peu le lien avec Joe Coleman. Impossible de le contacter, impossible d'avoir une réponse avant la sortie du documentaire. Donc 7 ans quand même. Long Leg, impossible aussi, et Cassandra Stark, ça c'est mes 2 plus grands regrets. Après, voilà, Ella Troiano, Tessa Hughes Freeland, que j'ai pas pu avoir non plus. C'était compliqué de retrouver les personnes en fait. Mais bon, après, ils sont trop nombreux dans le cinéma de la transgression, donc c'était impossible de les avoir tous. Mais voilà, mes 2 grands regrets, c'est Cassandra Stark et Long Leg. Et c'était curieux, quand j'ai fini le documentaire dans un état de pauvreté intense et au bord de la déprime, le premier festival qui nous a contactés était un festival porno à Los Angeles, bourré de fric. Et donc, on a été invités, mon monteur et moi, avec limousine, tapis rouge, dans un superbe hôtel sur Hollywood Boulevard.
Et là, je me suis dit qu'il y avait une incompréhension totale en fait sur la réalité de la chose, et ce festival, c'était fou. Et ça a été le début de mes voyages et c'était assez dingue. Ouais. Et je crois que j'ai que des bons souvenirs. J'ai vraiment que des bons souvenirs. Euh, non, je suis jamais tombée sur un groupe de féministes qui détestent Richard Kern et qui m'ont volé ma copie. Personne ne m'a jeté quoi que ce soit à la figure, donc tout va bien pour l'instant. Non, au contraire, il y avait des générations différentes. Parfois, il y avait aussi Nick Z ou d'autres personnes qui étaient là pendant les projets. Donc, c'était une manière d'accompagner le film et de rendre tout ça concret, en fait. Non, soit tout le monde a été hypocrite, soit tout le monde a été gentil. Je sais pas. En fait, je me suis dit, j'adore Kern depuis que je suis ado. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Et quand il était question d'aller l'interviewer, je me suis dit que ça valait la peine de proposer qu'il fasse des photos. Voilà. Lui, il a présenté ça un peu comme un deal, vu qu'il déteste les interviews. C'est-à-dire, bon, je te prends en photo et je fais l'interview. Voilà. Donnant, chacun avait ce qu'il voulait. Et j'ai eu un premier rendez-vous chez lui, dans l'East Village, avant l'interview, la veille. Je suis allée frapper à sa porte, il y avait une petite photo de Britney Spears accrochée à la porte. Et je pense qu'il m'a regardée comme ça. Il m'a dit ok. Il m'a demandé si mes seins étaient vrais, parce qu'il avait eu une terrible expérience avec des faux seins. Je lui ai dit oui, ils sont vrais. Et on a fait des photos juste avant l'interview le lendemain, au Chelsea Hotel, pas plus cliché que ça. Et ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a refait des photos 3 fois après, je crois, les années qui ont suivi. Je pense pas être la meilleure modèle et je pense pas être non plus le type de fille qui intéresse Richard. Et maintenant, je suis beaucoup trop vieille. Mais, mais voilà, je sais pas, on en a fait plusieurs fois. Et j'aime bien ce type. J'ai beaucoup aimé l'expérience avec lui. C'est quelqu'un de très respectueux, qui laisse très libre aussi. C'est quelqu'un de charmant de toute façon. Donc, loin du misogyne que certaines détestent. Alors, on va commencer par le cliché, dans ce cas. Réalisateur porno gay canadien. Et après, une somme de choses qu'on ne sait pas. Un militant hors du commun, un type extrêmement cultivé, adorable, qui malgré tout arrive à faire ce qu'il veut et arrive à faire passer des messages et qui ne sont pas limités à la communauté gay. Et qui s'essaie à différents formats, la photographie, le film, le livre, le théâtre. Un touche-à-tout, un poster et brillant. De ce que j'avais vu tous ces films, mais je connaissais pas le reste. Et j'aimais beaucoup Super 8 and a Half, j'aimais beaucoup No Skin of My Ass. Je trouvais le personnage très drôle, j'avais un bon souvenir de la rencontre, de la manière dont il nous avait permis de rester toute la nuit sur le tournage, ou une partie de la nuit. Voilà, j'avais eu un bon rapport humain. Et voilà, j'avais toutes les bonnes raisons finalement de m'intéresser à son cas, à un milieu qui n'était pas forcément le mien à la base. Mais par contre, j'avais peur que ce soit trop proche du cinéma de la transgression et j'avais peur de me coller moi-même une petite étiquette de fille qui n'arrivait pas à se détacher de l'underground new-yorkais. Puisque Bruce a connu les gens du cinéma de la transgression à New York et a écrit sur eux, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître aussi. Donc voilà, j'avais peur de passer aussi pour une folle furieuse obsessionnelle. Il y a eu un déclic au bout de 6 mois. Je pense que d'une part, j'ai essayé de contacter John Waters et John Waters a dit oui, très vite, et je pense que ça nous a porté chance. Et d'autre part, Bruce a vraiment réalisé qu'en fait on faisait un documentaire sur lui et qu'on était très sérieux et qu'on continuait et qu'on allait vraiment boucler quelque chose et que c'était dans notre intérêt et dans le sien en fait
d'avoir un maximum de personnes qui étaient proches et qui pouvaient décemment parler de lui. Et là, il s'est mis à m'aider, mais vraiment, à contacter des gens comme Harmony Korine, à contacter et convaincre des gens comme Harmony Korine, Gus Van Sant, Terry Richardson, etc. Même si Terry Richardson n'est pas dans le documentaire, mais ça c'est une autre histoire. Mais donc, et Bruce Benderson, tout ça, je pense que c'est, voilà, ces personnes-là, c'est grâce à lui et à son implication dans le documentaire. Alors que d'autre part, moi, il me laissait faire ce que je voulais en termes de montage et des autres intervenants. Donc il est assez classe là-dessus. Donc mon producteur et moi, on s'est dit qu'on allait envoyer la caméra à Bruce directement et qu'il allait la garder pendant toutes ses vacances et filmer autant qu'il voulait. Mes instructions, entre guillemets, à l'attention de Bruce, c'était des images un peu poétiques, des images de famille, intimes, pas forcément voyeuses, mais intimes en tout cas, simples, et, et qu'on voit l'environnement, qu'on voit là où il a grandi. Voilà. Et donc j'ai eu plusieurs cassettes de ses vacances. Maintenant, j'avais interdiction de montrer ses parents. Mais de toute façon, lui avait fait attention à ne pas les filmer directement. Il filmait les pieds, il filmait le dos, il filmait les ombres, il filmait les mains. Mais il les faisait parler, enfin, surtout sa mère. Donc on a pu monter quand même toute la matière qu'on voulait. Mais en fait, il faut savoir que ses parents ne savent pas ce qu'il fait. Ils n'ont jamais vu un film de Bruce LaBruce. Ils doivent savoir à peu près, mais ça a été le plus loin de la réalité possible. Et voilà, ils n'ont jamais vu un film de Bruce. Donc, ils ne voulaient pas non plus les emmener dans ce documentaire qui allait montrer tout le reste. Donc, on a respecté. Voilà. Ce qui m'intéresse, chez toutes ces personnes-là, c'est que ce sont des monstres pour moi. Ce sont des gens qui ne vivent pas de manière facile et selon les règles, ou alors qui contournent les règles, comme Kern a pu le faire, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des monstres. Mais dans mon sens du terme, comme moi je les entends. Ce sont aussi des gens qui se battent pour obtenir une certaine liberté, même si c'est pas la même, si celle de Nick Z n'est pas la même de Richard Kern. Et c'est des gens qui payent le prix de cette liberté. Donc voilà, moi c'est ce qui me fascine à chaque fois chez ces gens-là. L'accueil est bon, il est plutôt bon. En tout cas, à chaque fois que j'étais présente, il l'était. Je crois que ça n'a pas été la même chose au Canada, mais je crois aussi qu'il y a des guerres de presse interposées entre journaux dont a fait partie Bruce et les autres. Donc voilà, on en a parlé avec Bruce, il m'a raconté ça. Et non, j'ai rien lu de très négatif. Il y a toujours des bémols, mais ça m'aide plutôt. Enfin, c'est constructif, c'est plutôt agréable aussi de lire ce qui a manqué aux gens, etc. Non, ce qui m'a étonnée, effectivement, c'était que les salles étaient vides à Paris, mais pendant les projections. J'ai jamais vu des salles aussi vides à l'étranger pour ce documentaire-là. Je pensais que au moins le personnage était connu, installé et intéressait. Alors, c'est un documentaire sur Fifi Chachnil, qui est une créatrice de lingerie, qui a beaucoup travaillé avec Pierre et Gilles aussi à ses débuts, quand elle faisait des costumes de scène, qui chante aussi, qui a fait un album avec Jean-Pierre Stora et Philippe Catherine. Et il s'est trouvé que après Liquor Idols, je n'avais que deux envies. Un documentaire sur les Melvins et un documentaire sur Fifi Chachnil, avant qu'on en revienne à Bruce. Et donc, les Melvins m'ont dit non. Et Fifi a dit oui. Et on a commencé... j'ai commencé le documentaire sur Bruce, le documentaire sur Fifi en même temps. Et j'ai filmé en même temps, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et là, je suis en montage. Voilà. Alors, certains diront que Les Petites Culottes, c'est peut-être moins intéressant qu'un film de Richard Kern, mais il y a beaucoup plus que ça derrière ce personnage. Il y a, oui, il y a une vraie bagarre pour être libre, pour faire des choses, pour imposer une image, ce qu'elle est, parce que c'est pas qu'une image, pour imposer vraiment ce qu'elle est. Et ça, depuis le début, je pense, dans son éducation, dans sa famille, jusque dans son travail aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là. Et oui, je vais mettre Fifi
et Richard Kern dans le même panier. Voilà. Et j'ai investi à peu près 5 000 euros de ma poche. Et j'ai fait une collecte de fonds, entre 4 500 et 5 000 de ma poche. Et j'ai fait une collecte de fonds qui a fonctionné sur KissKissBankBank. Donc voilà, un site de crowdfunding par internaute. Et donc je vous invite tous, si vous avez des projets, à aller sur cette plateforme ou sur une autre si ça vous convient. Mais moi j'ai eu une très très bonne expérience avec ce type de production. Un très bon rapport humain aussi avec les gens qui ont donné, et très étonnée aussi la nature des dons, de qui ça venait. Ça vient pas forcément de gens de ce milieu, voilà, c'était d'agréables surprises et ça a fonctionné. Donc j'ai pu financer la fin du documentaire. Et une musique fabuleuse d'un musicien qui s'appelle Ross Blake. Voilà. Ah oui, oui, mais j'aime beaucoup le cinéma, mais j'ai du mal à dire que je suis cinéphile parce que j'ai connu tard et parce que je me sens toujours un petit peu inculte et comme, comme un imposteur en fait. Mais j'aime bien ce statut-là, ça me va très bien. Mais oui, oui, moi j'aime. Enfin, il y a des gens que j'aime énormément, mais ça manque terriblement d'originalité. J'aime beaucoup Polanski et j'aime beaucoup Harmony Korine. Il y a des films de Gus Van Sant aussi que j'aime énormément. Donc, oui, oui, il y a quand même. Et travaillant dans ce milieu, j'ai développé forcément des goûts bien plus précis. Et j'ai eu le temps et le loisir de m'intéresser à des réalisateurs en particulier. Alors, moi, je me suis longtemps pas sentie capable du tout de faire ça, de raconter une histoire. Le documentaire, oui, parce que les challenges et les enjeux que ça pose m'intéressent, les rapports humains aussi m'intéressent. Je suis pas très sûre d'être aussi emballée par les rapports avec les acteurs. Et je ne suis toujours pas sûre de pouvoir écrire quelque chose qui se tienne. En revanche, j'ai de plus en plus l'envie, euh, parce que ça devient vraiment épuisant de faire des documentaires comme je l'ai fait. Donc j'ai envie d'aller vers autre chose, peut-être plus vers la photo. Mais est-ce que ce serait grand public? Moi j'aime beaucoup l'idée de quelque chose qui soit grand public. J'aime beaucoup que Drive soit grand public. Je déteste les élites et, et il faut bien que les choses soient avalées à un moment donné pour qu'elles soient acceptées et puis qu'on passe à autre chose. J'aime pas les niches. Et on va dire que je fais des documentaires sur des gens qui appartiennent à des niches. Et en même temps, j'ai l'impression de les faire pour des gens qui ne les connaissent pas. Ce qui frustre aussi parfois les fans de Richard Kern, de Nick Z, de Bruce Labrousse et autres. Mais j'ai l'impression de m'adresser à des gens qui ne les connaissent pas. J'aurais aimé, moi, étant un peu plus jeune, voir des documentaires comme ça qui allaient m'appâter et me faire connaître des gens complètement hors du commun. Donc voilà, j'aime pas l'élitisme, j'aime pas les niches, malgré les apparences. Et oui, bah voilà, je me souhaite, si je fais quelque chose, de faire quelque chose de grand public. Ouais. Ce qui n'arrivera jamais, hein, mais... mais voilà. Quelque chose pour ma famille, je vais faire quelque chose pour ma famille. On est venu me proposer quelque chose et les gens qui sont venus me proposer ce petit quelque chose, j'aimerais beaucoup travailler avec eux. C'est les gens de Serious Publishing, donc Philo Loco, Christophe Beer. Je ne sais pas, je ne dis pas ce que c'est encore parce que on n'a pas confirmé la chose. Le sujet m'intéresse et j'ai très envie de travailler avec eux. Après, je me dis que je vais faire de la photo et je vais me reposer un peu parce que je pense que j'ai passé mon temps à travailler ces 3-4 dernières années et que je vais me calmer, ne serait-ce que pendant 2 mois. Oui, je vais me calmer un peu. Voilà. Je ne connais pas plus que ça. Bon, on la recoupe et on coupe ça. Parce que là, ça va pas du tout. Oui, je connais Psychovision, j'adore, je suis fan numéro 1.